Bonjour Yvan, Bonjour Antoine. merci beaucoup de m'accueillir ici. Alors on a déjà passé la matinée ensemble, puisque tu m'as gentiment accueilli à Tours. On est allé visiter la maison de Rabelais ensemble, puisque tu me disais que c'était vraiment le lieu pour. Enfin, en tout cas, sa maison, de toute façon, elle est ici. Et ensuite, on a passé une partie de l'après-midi ensemble à découvrir Beau Séjour, dont on reparlera un petit peu plus tard au cours de cette interview. T'es la première personne avec qui je fais un épisode 2 de ce podcast. Donc, pour les personnes qui étaient là il y a quelques années, vous connaissez déjà Yvan, mais c'est l'occasion de suivre un peu ton parcours. Et je dois presque m'excuser pour la première interview qu'on a faite ensemble, puisque tu as été la dernière personne à connaître l'ancien micro. Alors c'était un micro qui était posé au milieu de la table, qui était beaucoup moins équipé que ce qu'on a là aujourd'hui. Donc le fond de notre interview est excellent, mais la forme est parfois un petit peu dérangeante sur la durée, mais ça n'a pas empêché les gens, je pense, de l'écouter jusqu'au bout. Donc merci pour celles et ceux qui l'ont écouté, mais désormais, vous aurez la voix d'Yvan en stéréo et de manière vraiment agréable. Bref, j'arrête mon introduction. Yvan, merci beaucoup de m'accueillir et je te laisse te présenter. Merci Antoine. C'est sympa de se revoir, effectivement. Quand tu as pris l'initiative de me contacter, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, effectivement, se revoir. Et dans un endroit qui m'est très cher. Donc moi, pour me présenter, je suis un néo-vigneron. D'ailleurs, c'est une des différences par rapport au moment où on s'est vu il y a quelques années. C'est qu'à l'époque, j'avais encore mon ancien métier, qui était dans la finance en l'occurrence, que je n'ai plus aujourd'hui. Donc je suis devenu 100% vigneron. Au tournant de la cinquantaine. Donc pour me présenter, il faut probablement expliquer pourquoi j'ai ce rapport au vin, qui est un rapport très important puisqu'il a guidé toute ma vie d'adulte. Comme beaucoup de choses importantes dans la vie, c'est lié à mon enfance. Moi j'ai vécu en Savoie, dans un tout petit village qui s'appelle Les Molettes. Il y a 300 habitants. Et puis mon grand-père habitait dans ce village et jusqu'à 18 ans, j'ai été à ses côtés et lui s'occupait des vignes de la famille. Donc il n'était pas vigneron, mais il faisait le vin de la famille et c'était non seulement des moments de joie énormes pour moi, gamin. Les vendanges qu'on faisait en famille un week-end de l'année, c'était probablement le meilleur week-end de l'année pour moi. Et puis au fil des saisons, je l'accompagnais et quelque part je vivais certains travaux, mais aussi je ressentais les odeurs, les ambiances de cave, de vinification, etc. Bref, le vin, je m'y suis pas intéressé avant l'âge de presque 25 ans. Je n'ai jamais goûté son vin d'ailleurs, il est décédé avant. Par contre, le moment où je m'y suis intéressé, c'est devenu ma grande passion. Donc ça a guidé ma vie d'adulte. Alors j'avais fait des études, donc j'ai travaillé dans des milieux qui n'avaient rien à voir. Mais j'avais comme fil conducteur, je dirais, la découverte du monde des vins. Tout de suite, j'ai voulu savoir comment ça se faisait pour me reconnecter quelque part avec cette enfance. La région qui m'a fait quelque part, c'est la Bourgogne. Elle correspond déjà à l'époque, elle était très accessible à tous les sens du terme. Les vignerons étaient disponibles et leurs vins étaient abordables. Et à leur côté, j'ai façonné mon palais, qui est plutôt attiré par les vins fins, on va dire septentrionaux, plutôt fait dans la moitié nord de la France pour ce qui est des vins français, et quasiment tout le temps monocépage. Donc ce qu'on appelle des vins de lieu, et ça m'a fasciné dans la Bourgogne pendant de nombreuses années. Mais j'ai découvert il y a 20 ans, et là on fait le lien avec là où on est aujourd'hui, on est autour de Chinon aujourd'hui, et en fait il y a presque 20 ans, on cherchait une maison de campagne avec ma femme et mes enfants qui étaient tout jeunes à l'époque, et on est tombé sur une petite commune de la vallée entre Chinon et Richelieu, une commune qui s'appelle Champigny-sur-Veude, et on a trouvé cette maison tellement agréable qu'on y a passé énormément de temps, sur presque 20 ans. Et quelque part, c'est ce qui a déclenché mon histoire d'amour avec la Loire, parce qu'effectivement, on s'est rencontrés il y a quelques années, quand je lançais, entre guillemets, commercialement mes premiers vins. C'est peut-être une histoire dont on parlera, ça s'appelle le domaine Bellargus, c'est à 1h30 d'ici, dans une région de la Loire qui est complètement différente, qui s'appelle l'Anjou. On est autour de la ville d'Angers, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la Touraine, mais ça a été toute une série de péripéties, mais ce qui est sûr, c'est que tout a commencé ici. Et pendant de nombreuses années, je me considérais tourangeau d'adoption. Aujourd'hui, je suis à moitié angevin d'adoption et surtout ligérien dans l'âme. Donc voilà, la Loire m'a happé. Cette région est fascinante. Elle est fascinante par son histoire, par son patrimoine au sens large, le patrimoine de belles pierres, patrimoine culturel, patrimoine historique. Et bien sûr, pour quiconque s'intéresse au vin, c'est une région extrêmement riche, dense, complexe. Elle aussi, elle a deux grands monocépages comme la Bourgogne. Ici, c'est le Chenin et le Cabernet Franc.
Et voilà, tout ça, ça a guidé quelque part la nouvelle partie de ma vie professionnelle qui s'est ouverte il y a quelques années, qui est une vie de vigneron. Donc désolé pour cette introduction très longue, mais je pense que ça méritait qu'on explique comment est-ce qu'on part d'un petit village savoyard et qu'on se retrouve après avoir vécu à Londres ou à New York, ici à Panzou, en plein cœur de la Rabelaisie. Écoute, t'es loin d'être la personne qui a fait l'introduction la plus longue. Donc pas de soucis pour ça. Alors la dernière fois qu'on s'était vu justement, c'était le lancement commercial de Belargus. Donc pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez savoir ce qui s'est passé entre la carrière d'Yvan et l'arrivée à Belargus, je vous renvoie vers cet épisode. Je vous mets évidemment le lien en description. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce qui s'est passé à Belargus depuis le lancement, puisque t'as vécu une aventure incroyable. Donc peut-être en 2 mots, Belargus, donc c'est un domaine que tu as constitué en achetant des parcelles un peu à droite à gauche autour des quarts de Chaume. Je pense qu'il faut qu'on fasse le lien avec là où on se trouve, parce que mine de rien, mon histoire d'amour avec la Loire, au bout d'un moment, elle s'est transformée en une idée qui était mais si un jour je devenais vigneron, bah oui, et forcément ce serait dans la Loire. Et en fait, la première idée que j'ai eue, c'était pas du tout l'Anjou et c'était pas du tout Belargus. Et quelque part, on est ici. Aujourd'hui, par amitié, je t'ai ouvert la porte, mais pour l'instant, il n'y a personne qui est venu ici. Donc, je te remercie d'avoir fait l'effort de me contacter. Moi, je suis quelqu'un qui aime discuter et expliquer finalement ce qu'on essaie de faire. Et en fait, j'ai d'abord voulu acheter le domaine Beau Séjour, qui est ici, à Panzou, là où on se trouve. On était en 2015 et j'étais déjà avec un certain nombre d'idées et de convictions sur la Loire. Et ce domaine me faisait rêver pour tout plein de raisons dont on reparlera pour le coup. Ce domaine me faisait rêver. Il était en vente d'ailleurs depuis très longtemps déjà. Et j'ai essayé de l'acquérir et j'y ai passé presque 1 an. Et en fait, c'est n'arrivant pas à l'acquérir, peut-être parce que j'étais pas prêt, peut-être parce que les vendeurs étaient pas prêts. C'est comme ça que je me suis dit, en fait, non, Yvan, ce sera pas. Si c'est pas Beau Séjour, ce sera pas Chinon. Si c'est pas Chinon, ce sera pas les rouges. Si c'est pas les rouges, il faut que ce soit les blancs. Mais où sont les grands terroirs de blanc et surtout, où sont des grands terroirs qu'on peut effectivement acheter? C'est-à-dire pas des régions où les vignes se transmettent localement, mais des régions où il y a vraiment des vignes à vendre. Et c'est comme ça qu'en fait, alors que je méconnaissais beaucoup l'Anjou, c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'intéresser énormément à cette région qui est, on dirait, 20 km au sud d'Angers, qu'on appelle l'Anjou noir aujourd'hui, parce que c'est une appellation, enfin c'est une dénomination qui commence à imprimer dans le marché, c'est-à-dire c'est la partie de l'Anjou qui est sur les schistes, c'est la partie de la Loire d'ailleurs qui est sur les schistes, d'où la couleur de la roche. Et effectivement, donc on était en 2016. Je sentais que c'est sur finalement le Chenin qui avait probablement l'aventure viticole la plus évidente à écrire, parce que le marché est aujourd'hui plutôt orienté sur les blancs. Et surtout, je voyais dans ces grands terroirs qui étaient historiquement des terroirs de liquoreux, je voyais énormément de magnifiques vignes à vendre. Et je me suis dit, en fait, toi qui veux, entre guillemets, des vignes un peu exceptionnelles, enfin certainement des vignes qui sortent de l'ordinaire, s'il y a bien une région où tu as peut-être une chance d'en trouver, c'est bien en Anjou noir, puisqu'il y a tellement de domaines à vendre. Et en fait, ça m'a guidé pendant 2 ans, 2016-2018, dans un rayon de 20 km autour d'Angers. J'ai regardé à peu près tout ce qu'il y avait à vendre. Il y avait beaucoup, beaucoup de domaines, qui sont tous d'ailleurs vendus depuis. Et puis j'étais à la recherche de cette étincelle, de ce moment où on se dit c'est ça. Et en fait c'est venu au bout de 2 ans. C'est un des vignerons du coin, Patrick Baudouin, qui m'a gentiment présenté à un autre vigneron, Jo Piton, qui vendait des vignes. Et dans les vignes que vendait Jo, il y avait son grand œuvre, qui s'appelle le Coteau des Treilles, qui est une parcelle absolument magnifique, qui est une des plus belles parcelles de vignes que je connaisse, qu'il avait passé 20 ans de sa vie je dirais, il avait redonné vie. C'est un coteau qui avait été abandonné après-guerre parce qu'il était trop pentu, 70% de pente. C'est un endroit absolument magique de l'Anjou. Et bref, ça a été le point de départ de toute l'aventure. Et en fait, comme tu l'as dit, j'ai pas pris que les vignes de Jo. J'ai réussi, puisque ça faisait un petit moment que je grenouillais quelque part dans cette région. J'avais rencontré beaucoup de personnes au fil de ces 2 années, et j'ai réussi dans la foulée, donc ça c'est vraiment un alignement des planètes qui s'est produit. J'ai racheté 2 autres vignobles en 6 mois de temps. L'un sur Quart de Chaume, qui est aujourd'hui le cœur du domaine Belargus. On a réussi à
à reprendre 10 hectares sur les 40 de l'appellation, donc le cœur historique de l'appellation Quart de Chaume, qui est le grand cru de la Loire, le seul et unique, et puis des vignes également sur Savenière. Bref, en constituant un domaine qui était dédié au chenin, je voulais qu'il fasse que du chenin en parcellaire. On en a un peu plus de 20 hectares aujourd'hui en production, essentiellement en coteaux, c'est une des spécificités du domaine Pélargus. Et on essaye d'exprimer chacun de ces lieux de manière la plus précise possible, donc la viticulture la plus sensible possible. On a la chance en Anjou d'être dans des paysages tout à fait préservés. Et donc voilà, on essaye millésime après millésime, ça fait déjà 5 millésimes qu'on travaille, d'exprimer le coteau des Treilles, les Bonnes Blanches, les Quarts, les Rouers, les Gaudrets, les Ruchères, avec le plus de précision possible, la plupart du temps en sec, et tous les ans en sec, et puis les grandes années des liquoreux, qui nous tiennent à cœur parce que c'est ceux qui ont fait la réputation de l'Anjou, et on a 5 cuvées de liquoreux qui expriment quelques lieux un peu mythiques de la région. Donc voilà ce qu'est le domaine Bellargus. Je l'ai créé donc en 2018. Le nom Bellargus, c'est le nom d'un papillon. Il se trouve qu'on a ce papillon bleu sur nos coteaux, il est magnifique. Donc j'ai trouvé que cette évocation de la nature allait très bien avec la vision que j'avais. Et j'ai installé une équipe très jeune, on a une grosse douzaine de personnes, que des jeunes, avec l'idée de partager la passion du vin et d'essayer de valoriser collectivement, c'est quelque chose dont on reparlera peut-être, je crois beaucoup la dimension collective de l'aventure viticole, et je pense qu'elle est indispensable dans la Loire, et on essaie de s'inscrire dans une dynamique régionale qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années, objectivement. Même quand je regarde entre 2018 et 2023 ce qui s'est passé dans la région, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et voilà. Donc ça m'a donné beaucoup de... Bellargus m'a donné beaucoup de joie et de satisfaction. On a eu... Pour être honnête, c'est une confidence, mais je pense qu'on a eu un petit peu de chance dans notre parcours. On a eu certainement de la réussite, puisque notre premier millésime, déjà on l'a réussi. C'est mine de rien, c'est aussi. Ça fait déjà beaucoup. Oui, c'est déjà pas mal. Et surtout, on a réussi à trouver un écho dans le marché. C'était pas évident parce que j'avais dans le projet Bellargus, j'avais une ambition pour la région, pour la Loire, qui était une ambition importante. Je voulais contribuer à essayer de casser ce plafond de verre, que je trouve comme une forme d'injustice forte quand je compare la Loire à d'autres régions viticoles françaises. Et je parle pas des régions stars comme la Bourgogne où les prix sont vraiment à des niveaux même pas explicables. Non, je parle de toutes les autres régions viticoles. Je parle de l'Alsace, je parle des Côtes-du-Rhône, je parle de Bordeaux, etc. Et dans l'amplitude des prix dans la Loire, je trouvais qu'il y avait une injustice à ce que cette amplitude soit comprimée entre 2 et 3 fois, entre l'entrée de gamme et le haut de gamme, et que même les très grands vins de Loire que les collectionneurs s'arrachaient, personne n'osait valoriser ces vins. Et je pense qu'une région n'existe que si elle est capable de proposer des vins sur une gamme très large, y compris des vins avec des terroirs très exigeants, donc qui donnent très peu de rendement, des élevages très longs, qui sont quand même le signe des grands vins de garde. Et pour faire tout ça, il faut trouver une valorisation. Donc bref, dans le domaine Bellargus, j'ai essayé de mettre cette ambition dans le projet dès le départ, donc en assumant un positionnement ambitieux pour la région et des prix qui n'avaient jamais été pratiqués. Et je me préparais à ce que ce soit long et pénible, pour être honnête. J'avais la chance à l'époque d'avoir encore mon métier qui me nourrissait. Donc je me suis dit, si moi je le fais pas, qui peut le faire? C'est-à-dire, moi j'ai le luxe de pouvoir attendre. S'il faut attendre 5 ans ou 10 ans, c'est pas grave, j'attendrai pour qu'on trouve notre place dans le marché. Et en fait, et c'est peut-être un des éléments de notre réussite, c'est qu'on s'est rencontrés fin 2020. On se lançait, il y avait une petite bébête apparue en Chine qui était en train de mettre la planète sans dessus-dessous. Et cette période du Covid, en fait, paradoxalement, je pense, nous a aidés parce que c'est une période où les gens, quelque part, ont ôté les œillères que parfois ils ont dans le monde du vin. Beaucoup de personnes ont ressenti le besoin d'aller vers des fondamentaux. Et quelque part, à notre toute petite échelle, notre micro-échelle d'un petit domaine au fin fond de l'Anjou, finalement, on a proposé quelque chose qui a plu à des gens qu'on n'avait pas anticipé. Et notamment les professionnels et les amoureux des vins de Bourgogne qui se sentaient orphelins depuis des années parce qu'ils ne pouvaient plus se payer les grands crus, les premiers crus qu'ils avaient l'habitude de se payer. Et en fait, tous ces gens-là se sont dit, mais la Loire, mais c'est un pays incroyable. C'est-à-dire qu'on peut faire des très très grands vins blancs, en l'occurrence, avec des élevages très longs. Nous, on a fait des élevages de 3 ans, etc. Des choses qui étaient l'apanage des grands vins.
Et en fait, le marché a dit, bah oui, il y a de la place pour une amplitude dans une offre de la Loire qui est de plus en plus riche, de plus en plus sophistiquée. Il y a de la place aussi pour des vins qui sont plus valorisés. Et donc, c'est le principal développement, je dirais, depuis ce lancement, c'est qu'en fait, on a trouvé beaucoup plus rapidement que j'avais prévu notre place dans le marché. Alors, on a aidé, bien sûr, par cette dynamique régionale qui est aujourd'hui, il y a une aspiration formidable pour les vins de Loire. Ils correspondent pleinement, notamment sur les blancs, à ce que veut le consommateur. Et je pense qu'en Anjou, on est très très bien placé pour donner ça. Donc le domaine. Alors on est toujours au début de l'aventure Belargus. Là, on a un grand projet, enfin beaucoup de grands projets, mais il y en a un plus important que les autres qui nous mobilise plus. C'est la construction d'un nouveau chai. On a beaucoup de projets là-bas. Mais mine de rien, on a trouvé quand même une place et maintenant on est en situation de contribuer à ce message, une bouteille à la main à chaque fois et d'expliquer ce que sont les grands terroirs de l'Anjou. C'est un travail qui va nécessiter encore des décennies. Je blague souvent, mais c'est une semi-blague en disant que Belargus c'est un projet à 100 ans. C'est-à-dire que notre horizon de temps, et je prends 100 ans pour être sûr que ce soit vrai, c'est un horizon où la Loire a retrouvé son rang. C'est-à-dire que ce vignoble qui, au XXe siècle, s'est effectivement plutôt tourné vers une viticulture productiviste, qui a produit des excellents rapports qualité-prix et des très bons vins, dont beaucoup étaient des vins de comptoir et des vins de tous les jours, frais, légers, fruités. En fait, cette région, elle avait une histoire beaucoup plus ancienne et entre guillemets également plus noble, jusqu'à la crise du phylloxéra, qui était une histoire autour des deux grands monocépages, le Cabernet et le Chenin, sur des terroirs qui avaient été identifiés depuis des siècles. Et pour ce qui est des Quarts de Chaume, par exemple, plus de 1000 ans. On sait déjà qu'il y a plus de 1000 ans, le vignoble des Quarts de Chaume, il existait déjà, et le meilleur quart de la récolte allait au propriétaire, qui était l'abbaye du Ronceret. Enfin, on parle d'un vignoble de ce niveau-là. C'est le vignoble de Loire, c'est ça. Et quelque part, j'ai trouvé avec Belargus un moyen d'apporter ma pierre à cet édifice, en n'oubliant pas, bien sûr, que cet édifice qu'on construit dans les prochaines générations, c'est pas nous qui avons commencé le travail. Le travail, c'est la génération ce que j'appelle les pionniers, qui l'ont commencé dans les années 80 essentiellement, 80, 90 on va dire. Pour ce qui est de l'Anjou, c'est les Jopiton, c'est les Marc, c'est les Marc Angéli, les Richard Leroy. On en a cité. Ces gens-là, il n'y avait pas que dans la Loire, mais eux en Anjou ont fait le premier ce travail déjà de revalorisation du Chenin, qui était le grand cépage, mais qui était le cépage qui avait souffert. Il ne faut pas oublier que le Chenin, jusqu'au 19e, c'est 80-90% de l'encépagement. Aujourd'hui, c'est 20-25% de l'encépagement. Donc, eux étaient les premiers à dire, le grand cépage qu'on a, c'est le Chenin. Ensuite, on a des grands coteaux et la viticulture, quelque part, qui s'est installée sur des plateaux ou des terres beaucoup plus riches et qui a permis d'augmenter les rendements, etc. Il faut aussi qu'on reconquérisse, je ne suis pas sûr que ce soit très français, qu'on reparte à la conquête. Est-ce que c'est français reconquérir? Si, je pense que si. Ah, peut-être. Bref, ils sont repartis à la conquête de ces coteaux et ils ont été les premiers à croire eux-mêmes en leur vin et à faire des grands vins. Et donc, ils nous ont montré la voie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Il y a beaucoup de projets. Quelque part, tous partagent la même ambition. Et une des grandes différences, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup à travailler ensemble. Et le collectif est en train de se mettre en mouvement pour faire reconnaître l'Anjou, alors que l'Anjou était un peu le parent pauvre de la Loire, si on se dit la vérité. L'Anjou noir, notamment, était vraiment... parce que cette région, plus que d'autres d'ailleurs, avait diversifié sa viticulture, était allée sur des vins très différents, des rosés sucrés, des rouges, des blancs, des bulles, encore des moelleux, mais pas toujours bien faits. Bref, cette région, plus que d'autres, quelque part, avait les stigmates de cette vision de la Loire. Et plus que les autres, je pense que cette région avait l'envie de montrer ce dont elle était capable. Et nous, on a eu la chance d'être là au bon moment. Il y a quelques fées qui se sont penchées sur notre berceau. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à constituer le domaine. Je dis souvent, si j'avais voulu acheter des vignes là où je les ai in fine achetées en Anjou, mais ça n'aurait jamais marché. C'est que des micro-appellations confidentielles. C'est pas facile du tout de trouver des vignes sur ces appellations-là. Le fait est qu'on a eu la chance de pouvoir le faire et qu'aujourd'hui, le moindre qu'on puisse faire, c'est d'essayer de pousser ça avec les autres dans cette logique collective. Donc,
là aussi, j'ai fait une réponse un peu longue à ta question. Il s'est passé beaucoup de choses. Tous les jours, on a des gens qui viennent nous voir au domaine pour voir comment est-ce qu'on travaille, pour découvrir nos paysages. L'Anjou a des paysages très préservés. Hein. C'est la force de cette région qui est passée un tout petit peu incognito à travers le XXe siècle. Ces paysages sont préservés et donc ils sont magnifiques. Et voilà, on comprend beaucoup de plaisir à en faire la promotion. Ouais, c'est clair. Alors, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, mais en fait, ce que je retiens un peu, c'est que des discussions qu'on a pu avoir, t'as fait un pari il y a quelques années pour lequel t'avais le temps d'espérer le gagner. Et en fait, il a été gagné un peu plus vite que prévu. Oui, voilà. Alors, c'est la dimension chance de la vie, je dirais. Ouais. Tu me racontais par exemple tout à l'heure, alors je sais pas si tu veux en parler, mais une de tes premières notes, alors ton premier millésime, tu disais que vous l'aviez réussi. C'est une réussite qui est personnelle, collective au sens du domaine qui a fait du bon travail, mais c'est aussi une réussite qui a été reconnue par la critique, par les prescripteurs. On a eu la chance effectivement d'avoir des critiques qui... marché important, quoi. Ouais, et qui sont, pour la mise en marché, qui sont assez indispensables, notamment à l'export. Nous, les premiers marchés qui sont positionnés sur nos vins, même si aujourd'hui, je suis très fier de dire qu'on a réussi à réorienter notre distribution davantage vers la France, quasiment à moitié-moitié. Au départ, c'était 80% de l'export. Donc l'idée, c'était effectivement d'arriver à convaincre le microcosme que les vins d'Anjou étaient grands et qu'ils avaient leur place dans les plus beaux restaurants et dans les plus belles caves. Et c'est vrai que les critiques nous ont beaucoup aidés. Les grands critiques internationaux nous ont mis des notes, même si on n'est pas à la recherche de notes, on n'est pas à l'école. Mine de rien, il faut reconnaître que l'impact commercial est très important. Et ça nous a aidés, bien sûr. Et c'est un impact aussi en termes de montrer la voie pour une région, ou en tout cas montrer que c'est possible. Oui, c'est la dimension. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est la dimension casser le plafond de verre. C'est effectivement, quand on a eu les 100 points par cœur, sur un premier millésime, c'est surtout de dire, voilà, 100 points par cœur, en Anjou, c'est possible, bien sûr. Donc ça veut dire que l'élite de la viticulture mondiale est accessible aussi aux sous-régions de la Loire, y compris l'Anjou, qui était cette espèce de parent pauvre décrié. C'est en ça que ce changement de dimension de la Loire, qui est vraiment à l'œuvre, et je vois vraiment comment est-ce que les choses changent vite. En fait, je pense pas qu'on aura besoin de 100 ans, pour être honnête. Je pense ça se fera à l'échelle de notre génération. Je pense que la Loire est réellement en train de changer de dimension, c'est-à-dire qu'elle prend dans le regard du marché une dimension un peu incontournable, ce qu'elle n'était pas avant. Il y a tout un segment du marché, notamment les grands collectionneurs, notamment les gens qui s'intéressent aux vins les plus complexes, les plus grands vins de garde, les vins qui ont une valeur de collection, etc. Cette partie-là du marché ne s'intéressait pas à la Loire, à part quelques domaines ou quelques vignerons. Mais c'est très différent de considérer qu'une région est entre guillemets, négligeable, moins quelques vignerons stars. C'est très différent d'un paradigme où la région devient une incontournable parce qu'il y a tellement de bons vignerons et tellement de grands terroirs qu'en fait, il faut l'avoir dans sa cave, ou il faut l'avoir à sa carte. Et c'est ce changement de dimension qui est en train de se produire. Et je pense que dans une génération, il n'y a pas de carte étoilée sans une longue liste de vins de Loire. Alors qu'en fait, et dans la Loire, la Loire ne se résume pas à Pouilly-Sancerre. La Loire, c'est aussi la Touraine, c'est aussi l'Anjou, c'est aussi le Muscadet. Et dans le Muscadet, il y a des crus. Et en Anjou, il y a l'Anjou noir, il y a l'Anjou blanc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est cette dimension et c'est en ça que c'est un changement, et c'est en ça qu'il va falloir qu'on travaille, et que ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va pas changer un marché qui aujourd'hui considère qu'il y a Bourgogne, Bordeaux, Champagne, et le reste de la France, c'est quand même ça. On va pas changer ça en disant, en fait, il y a une 4e place là-haut dans la première division, c'est la Loire. La Loire est un vignoble de premier plan, et elle mérite qu'on y consacre l'attention nécessaire. Ça va pas se produire instantanément, donc il faudra qu'on travaille tous. Comment est-ce que tu fais ça, justement ? Je pense que le moyen de le faire, c'est vraiment l'échelle collective. C'est pas un domaine, quelle que soit la qualité de ses vins, son histoire, ses infrastructures, etc., qui peut à lui seul quelque part faire bouger un marché. C'est pas possible. Dans cette vision-là, ce domaine serait un ovni dans un océan de médiocrité. Non, le seul moyen de porter ce message, c'est collectivement. Parce qu'en fait, le collectif,
en fait, quelque part, il en impose. C'est-à-dire que si je prends juste à l'échelle de l'Anjou, ce qu'on a réussi à faire en quelques années avec la Polée d'Anjou, la Polée d'Anjou, c'est aujourd'hui un événement qui rassemble des professionnels, mais c'est 5 à 600 chaque année, dans une des sous-régions de l'Anjou. Aujourd'hui, l'Anjou, c'est 3 sous-régions, l'Anjou noir, donc les schistes autour d'Angers, et ce qu'on appelle l'Anjou blanc, le Saumurois, qui est très connu, et le Bourgueillois, qui jusqu'à la Révolution française faisait partie de la province d'Anjou. Et donc, en fait, la centaine de domaines qui constituent les adhérents de la Polée d'Anjou, quand ils se mettent tous ensemble, mais c'est très impressionnant. C'est-à-dire que vous avez à déguster le même jour le Clos Rougeard, mais aussi le petit ou la petite dernière vigneronne arrivée sur ces 3 hectares et qui fait des vins qui émeuvent tout le monde. Et en fait, c'est cette dimension collective qui fait dire « Ah oui, c'est des grands terroirs. Ah oui, c'est un grand vignoble. C'est un vignoble où il y a énormément de très bons vignerons. » Et c'est là où le marché est obligé de se dire « Ah oui, il faut que je connaisse, il faut que je comprenne davantage, etc. » Et là, on est en position, quand on est en collectif, on est en position de faire valoir ces arguments-là. Et je pense que c'est cette petite machine-là qui commence à être activée et qui, je l'espère, marchera. Et moi, je vois que c'est en train de bouger assez vite, en fait. Venons-en à Beau Séjour. Alors voilà, pourquoi est-on là? Pourquoi est-ce qu'on est ici? Alors, pour les personnes qui regardent cette interview, puisque donc vous êtes nombreux à écouter, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Si vous écoutez seulement, vous pouvez venir sur YouTube et voir cette interview. On est on dit une troglodyte? Oui. Ça se dit comme ça, ouais, ok. On dit soit un troglo, soit une cave troglodyte ou une troglodyte. Disons qu'on est dans des caves troglodytes. Ok. Ou un troglo. Donc en gros, on est dans la roche, pour ainsi dire. On est au sein de l'appellation Chinon, au château Beau Séjour. Domaine Beau Séjour. Domaine Beau Séjour, pardon. Qui est le nouveau grand projet que tu as, donc ton premier amour ici à Chinon. Donc tu l'avais vu il y a quelques années, difficile de conclure la transaction, tu pars créer Bellargus, et on est revenu sur un peu l'histoire et ce qui s'est passé entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes ici, et qu'est-ce que tu fais ici surtout à Beau Séjour? Alors, c'était pas prévu, hein, c'était pas tout à fait prévu cette affaire. En fait, la vie, elle est ainsi faite. Donc moi, ma maison, elle est là, on est sur un coteau. On y reviendra, mais on est en surplomb de la Vienne. Et de l'autre côté de la vallée, il y a ma maison de campagne. Et en fait, donc ce domaine Beau Séjour, même si chemin faisant, je m'étais intéressé à l'Anjou. Chemin faisant, j'avais créé Bellargus. Et j'avais j'avais largement de quoi m'occuper. Mine de rien, mon temps libre était beaucoup passé dans une maison de campagne, et donc j'étais toujours tourangeau et toujours un peu chinonnais. Et donc ce domaine qu'on finira par décrire tout à l'heure, il était unique. Je le savais très bien, et chaque fois que je passais devant, moi je fais pas mal de vélo. Chaque fois que je passais devant en vélo, voilà, j'y pensais. Et en fait, encore une fois, quand je l'ai étudié en 2015, il était déjà en vente depuis très très longtemps. Donc en fait, c'est un domaine qui dirait que beaucoup de gens regardent depuis très longtemps sur l'appellation. Et le fait est que le patriarche, Gérard Chauveau, qui est le bâtisseur qui est derrière ce domaine, on racontera peut-être l'histoire. Je pense que c'est une histoire intéressante, c'est une histoire familiale très belle. Malheureusement, il est décédé, alors à 95 ans, il a eu une vie très riche, mais il est décédé en 2021. Et en fait, en apprenant ça, parce que j'avais gardé contact avec la famille, j'ai appris ça un peu par hasard. Là, je me suis retrouvé dans un cas de conscience. Et je me suis dit, ah oui, en fait, la famille voulait vendre depuis très, 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 très longtemps. Alors lui, c'était toute sa vie, donc lui était le plus inflexible. Mais je savais que sa femme et son fils, qui géraient le domaine au quotidien, c'était un gros domaine pour eux, et ça faisait longtemps qu'ils auraient aimé tourner la page. Donc je me suis dit, ce domaine va se vendre très très vite. Il y a tellement de gens qui ont essayé de l'acheter pendant tellement longtemps, et c'est tellement évident sur l'appellation, que ça va se vendre très très vite. Et donc j'ai deux choix, c'est-à-dire soit je continue mon chemin, je m'attache à Bellargus et je fais que ça, et c'est très bien, mais si je fais ça, toute ma vie, quelque part, je repenserai à Beau Séjour. À vélo, tu ne passeras plus par ici à vélo. Si, et pour le coup, ça s'appelle la route des coteaux, c'est pas pour rien, donc c'est une route qu'on aime bien prendre en vélo. Donc soit je laisse passer le truc, mais ça veut dire que voilà, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Soit j'essaye tant pis. Finalement, c'était mon premier amour. Finalement, les Grands Rouges de Chinon m'ont fait rêver. Hein, c'est un des... je pense que le plus grand vin rouge que j'ai bu de ma vie, c'était un Chinon.
On pourra en reparler si tu le souhaites. Et je me suis dit, mais il faut faire des rouges. Et puis, s'il y a bien un endroit où tu as envie d'en faire, c'est à Beau Séjour. Et voilà. Et donc, bon, bien sûr, comme on se connaissait avec la famille, j'étais pas le seul sur les rangs. Là, pour être clair, il y avait d'autres prétendants. Je n'étais pas forcément d'ailleurs le mieux disant. Par contre, j'étais celui qui connaissait la famille et qui était connu de la famille. Et surtout, j'aurais proposé quelque chose, je dirais, dans une logique de transmission. C'est-à-dire pas une logique de rupture. Je pense que la notion de transmission, avec un grand T, est une des valeurs cardinales du monde du vin. On est de passage. On est tous de passage sur cette planète. Ce qui reste, c'est les grands terroirs. C'est le vin qui a accompagné l'humanité depuis 8000 ans déjà. On sait déjà que, au moins depuis 8000 ans, le vin accompagne l'humanité. Donc s'il y a bien une valeur cardinale, c'est la valeur de transmission. C'est pour ça qu'en Anjou, je travaille toujours avec Jo. Et que Jo, même s'il est retraité, il suit l'aventure Belargus au quotidien. Et ici, ça me serait jamais venu à l'esprit de racheter ce domaine qui a été construit par Gérard Chauveau, sans le faire avec la famille. Donc j'ai proposé quelque chose où Madame Chauveau, Marie-Claude, reste dans sa maison, que j'ai acheté, mais qu'elle peut utiliser ad vitam aeternam. Et puis quelque chose où David Chauveau, son fils, qui était le gérant du domaine, nous accompagne dans l'aventure. Alors, c'est une aventure qui, bien sûr, nous amène à faire beaucoup de transformations, mais il est totalement aligné avec ça et il accompagne bien volontiers ce mouvement. Et donc, c'est dans la continuité, mais évidemment, c'est une immense rupture par rapport à certaines pratiques et un niveau, je dirais, d'attention aux détails et d'investissement qui est effectivement nouveau par rapport à l'historique du domaine sur les 20-30 dernières années. Donc on est parti sur une grande aventure, une belle aventure. La transaction s'est faite il y a bientôt 2 ans. C'était fin 2021, en décembre. Et puis voilà, en 2022, j'ai constitué l'équipe. J'ai réappliqué les mêmes recettes qu'à Belargus, c'est-à-dire j'ai fait le choix de la jeunesse. La personne qui fait les vins ici, elle s'appelle Sarah. Elle est toute jeune, elle avait 26 ans, donc elle doit avoir 27 ans aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as croisé Guillaume, qui sera le prochain chef de culture. Guillaume, il vient d'avoir 25 ans. Donc on est dans cette même dimension, je dirais, d'insuffler une nouvelle énergie sur ce domaine, que je vais finir par décrire. Travailler de la même manière qu'en Anjou, c'est-à-dire bien sûr dans le respect de la nature et de la biodiversité. C'est un des principaux atouts du domaine, ce qui en fait un domaine unique, c'est qu'en fait les vignes, il y a 25 hectares de vignes, c'est un grand carré comme ça, d'un seul tenant, mais ces vignes sont elles-mêmes dans un domaine qui fait 100 hectares. Et en fait, il y a 100 hectares d'un seul tenant qui ont été constitués au fil d'achats successifs par Gérard Chauveau. Et ces 100 hectares, en fait, ils sont sur un des plus beaux coteaux de l'appellation, pile poil entre la commune de Cravant-les-Coteaux et la commune de Panzou. La propriété fait la jonction entre les deux communes. Et donc, il y a 50 hectares de vignes au-dessus de nous, qui sont le bout de la forêt domaniale de Chinon, qui est une immense forêt de 1500 hectares, je crois. Et puis ensuite, il y a des vignes sur le coteau. Et puis ensuite, il y a des prairies, une vingtaine d'hectares. Et tout ça est sur un coteau qui surplombe la vallée de la Vienne. On est exposé plein sud. Et donc, à 180 degrés, on a une vue dégagée sur des coteaux qui sont magnifiques, avec des lumières absolument dingues. Et un lieu qui a une énergie toute particulière. Ici, on est dans des caves qui n'ont pas d'âge. Personne ne sait vraiment quand ont été creusées les troglodytes. Elles n'ont pas d'âge, mais on s'y sent bien, on s'y sent protégé, on s'y sent au calme. On est entouré de nature. Et voilà. Et je pense qu'il y a pas assez d'une vie pour savourer en fait tous les moments qu'on peut imaginer ici, que ce soit au bord de la piscine, que ce soit sur la terrasse ou que ce soit en travaillant dans les vignes. Voilà. Donc c'est un lieu qui moi m'a toujours beaucoup parlé. Alors, il est assez évident parce qu'encore une fois, quand on passe depuis la route, on se dit « Ah oui, tiens, ça c'est beau. Ça s'appelle Beau Séjour, ok. » Il y a quelque chose d'évident, mais il y a aussi beaucoup de travail. C'est pour ça que, tu vois, ça fait 2 ans qu'on travaille d'arrache-pied. T'es la première personne qui vient.
L'exclu. Et franchement, il va se passer encore au moins 2 ans avant qu'on ait la moindre bouteille à vendre, hein, parce que je suis parti sur des élevages longs. Notre premier millésime, c'est 22, on l'a goûté ensemble tout à l'heure. Mais c'est pas l'idée, c'est pas de commercialiser des vins tout de suite. L'idée, c'est plutôt de donner au Cabernet Franc ce dont il a le plus besoin, je pense, ce qui le rend le plus noble, c'est-à-dire le temps. Et ça, on peut pas le remplacer. Donc on est parti sur ce type de projet, qui est un projet patient, complet, parce qu'ici il y a des très beaux bâtiments, comme tu as vu. Tout est parti. Pour l'histoire du domaine, c'est quoi? C'est en fait, tout part d'un corps de ferme du 18e, qui est au milieu du coteau. Ça, c'est vraiment ce que Gérard Chauveau a construit. Alors en fait, lui, lui, il a hérité. Son père avait acheté ce corps de ferme. Son père était médecin. Lui en a hérité, mais il s'est dit, en fait, cette ferme qui était en polyculture, c'était fin des années 50, 60. C'était au moment où l'appellation Chinon était en plein renouveau. Hein. Alors on était dans une haute vision que celle des vins d'aujourd'hui, mais mine de rien, elle était en renouveau. Il y a beaucoup de vignes qui se plantaient à cette époque-là. Et lui s'est dit, sur un magnifique coteau, bien sûr qu'on va planter des vignes. Et donc il a créé le domaine. Les vignes ont été plantées à la fin des années 60. C'est pour ça que quand on s'est baladé dans les vignes, tu as vu des ceps énormes, c'est-à-dire qu'on on a des vignes qui ont 50, 60 ans d'âge. Ouais, d'une épaisseur impressionnante. Qui sont vraiment des très très vieux ceps. Donc il plante le domaine, et puis surtout, il rachète, ce que je dis aussi, les parcelles qu'il n'avait pas encore autour, pour constituer cet ensemble d'un seul tenant, et c'est ça qui fait, je pense, un peu, enfin en tout cas, c'est dans mon regard à moi, c'est ça qui fait l'intérêt de Beau Séjour, c'est que c'est un lieu où la semaine dernière, on est allé ramasser des cèpes, puisque l'été a été assez pluvieux, dans la forêt, c'est extraordinaire. On peut imaginer qu'un jour, les chênes de la forêt, on pourrait très bien en faire des mérins, et on pourrait très bien avoir nos propres barriques qui viendraient des chênes de la forêt. On peut très certainement faire des piquets, on a pas mal d'acacias, on peut très bien faire des piquets. On a deux puits sur la propriété, donc on est autonome en eau. On a des prairies, donc si on veut avoir des moutons, si on veut avoir des chevaux, aujourd'hui on commence à travailler une partie du vignoble au cheval. En fait, tout est possible. Tout est possible, et d'un seul tenant. Et ça, c'est ça qui me paraît intéressant. Alors pour poursuivre l'histoire du domaine, donc Gérard, en fait, faut savoir qu'il était architecte, il travaillait à Paris. C'est ça qui lui a permis d'ailleurs de financer quelque part tout ce projet. Et c'était un bâtisseur. En fait, juste devant les troglodytes, alors là, même ceux qui nous regardent ne pourront pas le voir, mais il a construit une magnifique villa avec des matériaux anciens qui surplombent le coteau. Mais il a construit également pareil, au sommet de la propriété, en bordure de forêt, il a creusé quinzaine de mètres dans la roche pour aller y construire un chai gravitaire semi-enterré. On est à la fin des années 70, avant que le mot gravitaire, à mon avis, soit utilisé dans le vignoble. Ça, c'était totalement visionnaire. Un chai sans climatisation, creusé dans la roche, enterré, et il s'est dit, puisque maintenant j'ai creusé le chai, je vais creuser des galeries pour faire des galeries d'élevage, et donc il a creusé des galeries pour pouvoir élever les vins, avec des conditions d'hygrométrie et de température parfaites. Voilà, il a fait tout ça. Ça a été un bâtisseur. Dans les années 80, je pense que c'était vraiment un des domaines qui rayonnait sur l'appellation. Le Chinon de Beau Séjour, c'était le Chinon qu'on trouvait chez Nicolas. Hein. C'est une propriété qui vendait plus de 100 000 bouteilles chaque année chez Nicolas. C'est probablement un des premiers Chinons que j'avais bu d'ailleurs dans ma vie, avec une étiquette assez reconnaissable, rouge et noir, qu'il avait lui-même dessiné. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Voilà. Et puis après, la propriété, à partir de la fin des années 80, et malheureusement, ça a coïncidé à un moment où le marché a un peu évolué. Quelque part, tout à l'heure, on parlait de ces pionniers de la Loire. Quelque part, ces pionniers, ils sont aussi inscrits dans une révolution qui était la révolution du consommateur. C'est-à-dire que dans les années 80, notamment 90, le vin a commencé à changer de dimension. Les gens ont dit, mais en fait, les vins, c'est pas un aliment, le vin. On va pas en boire tous les jours, certainement pas à tous les repas. C'est un produit plaisir, mais donc on veut des grands vins. Et donc on veut des vins issus de vignes qui respectent les sols, donc il faut du bio, et puis on veut des vinifications plus précises, etc. Et ce virage-là, voilà, la famille l'a pas prise, en partie parce que M. Chauveau avait eu des problèmes de santé, en partie parce que voilà, il faut aussi, il y a peut-être des choix aussi qu'il fallait faire. Bref, ce virage-là n'a pas été pris, donc le virage du bio n'a pas été pris, et les vins sont restés assez classiques dans leur facture.
Donc les vins que d'ailleurs on peut toujours se procurer chez Nicolas aujourd'hui, jusqu'au millésime 2021, c'est des vins qui sont de bonne facture, qui sont très bien, mais qui sont pas, de mon point de vue, à l'optimum de ce que ce terroir peut donner. On est sur un des grands terroirs de l'appellation. Je pense qu'on peut essayer de faire, c'est ce qu'on va s'atteler à faire dans les années qui viennent, on peut essayer de faire des vins plus fins, plus sensibles. Alors une viticulture qui a lancé la version bio il y a 2 ans, bien sûr. Le bio, c'est un peu sine qua non aujourd'hui dans une vision qualitative du vin, mais également une approche parcellaire, micro-parcellaire, dont on parlera peut-être, pour arriver à lire ces terroirs qui sont en fait, même si la parcelle elle est d'un seul tenant, en fait les micro-terroirs qui la composent sont hyper différents. C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir plus en détail. Et donc on va essayer de revenir à cette vinification beaucoup plus précise pour exprimer le lieu de manière plus fine. Alors justement, poursuivons sur l'expression de ce lieu et du détail du parcellaire. Donc tu m'expliquais tout à l'heure que un des premiers éléments quand t'es arrivé ici, c'est de mener une étude des sols. Donc d'abord, j'ai oublié le nom, mais en gros via imagerie, sonar, enfin... la conductimétrie, enfin. Conductimétrie, voilà, exactement. C'est pour commencer le travail de cartographie. Oui, c'était une évidence. La propriété, les vignes, elles sont de part et d'autre de la route qui va de Cravant à Panzou. Donc cette route qui circule est-ouest. Et ne serait-ce que visuellement, quand on se balade dans les vignes, entre ce qu'il y a sous la route et au-dessus de la route, déjà, c'est complètement différent. Et puis au-dessus de la route, quand on monte dans le coteau, là aussi, c'est différent. C'est-à-dire, on voit en surface déjà des surfaces qui sont complètement différentes. Il y a des endroits très sablonneux, il y a des endroits où il y a des cailloux, et puis il y a des endroits où il y a des galets. Donc bref, on se disait, oui, il y a une diversité. Ce qu'on a fait en 2022, parce qu'on n'a pas eu le temps, bien sûr, en 2022 de faire l'étude terroir, donc on a dit, on va déjà découper, on a fait 8 parcelles, 8 cuvées, entre guillemets, sur cette grande superficie de vigne, en allant au plus évident, c'est-à-dire en prenant vraiment les îlots qui avaient l'air très différents. Et dans la foulée, bien sûr, on s'est entouré de spécialistes et on a dit effectivement, faisons l'étude de terroir précise. Donc ça a commencé par la conductimétrie qui permet d'identifier finalement les zones où ça peut être intéressant, où on voit des homogénéités et où ça peut être intéressant du coup de faire des fosses en fait. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on prend la carte ainsi dessinée, qui ressemble pas du tout à la carte qu'on voit comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans les sols qu'on voit ressortir. Et puis on va faire une fosse là, une fosse là, une fosse là, une fosse là. On dessine les endroits où on va faire des fosses. On a décidé d'en faire une grosse vingtaine, presque 25 je crois, sur la propriété. Et donc c'est des fosses à 2 mètres de profondeur et on regarde ce qu'il y a dedans. Et là, alors on savait que ce serait hétérogène, mais on pensait pas que ce serait à ce point-là. On a trouvé une quinzaine de faciès totalement différents et surtout tous les faciès de l'appellation. C'est-à-dire que la parcelle, quelque part, elle est tellement grande qu'en fait, on a toutes les aires géologiques de l'appellation. Donc cette vallée de la Vienne qui est très, très plate, très creusée dans le temps, en fait, elle a des parties qui sont évidemment plutôt alluvionnaires, mais les alluvions, parfois, c'est des sables, mais c'est des sables comme à la plage, c'est-à-dire très très fins, sans aucun caillou. À d'autres endroits, c'est des graves, et à d'autres endroits, c'est des galets, et on a l'impression d'être quasiment à Châteauneuf. Mais à d'autres endroits, quand on est dans le cœur du coteau, là on n'est plus sur les sables, on est plutôt sur des argiles, alors des argiles à silex, on a des argiles beaucoup plus lourdes aussi à certains endroits. Et puis dès qu'on monte sur le coteau, là on commence à retrouver les calcaires. Et ici on a 2 types de calcaires. Alors ceux qu'on voit là derrière nous, c'est ceux qui sont sur le sommet du coteau, c'est ce qu'on appelle des millarges ou des falins, c'est-à-dire c'est des calcaires récents, c'est pour ça qu'ils sont oranges comme ça. En fait, ils sont durs, mais si on prend un outil, on va pouvoir les gratter et ça va se redécomposer en sable, en fait. Et c'est ce qu'on appelle les falins. Et puis, on a d'autres calcaires, ça a été une de nos grandes surprises, qui sont des calcaires blancs classiques, de la craie, mais comme en Champagne, c'est-à-dire des blocs de craie complets. Et donc, on a retrouvé cette quinzaine de faciès. Et donc là, on est en train... Et c'est ce qui va nous guider pour les vendanges 2023, qui sont nos 2e vendanges. Là, on va faire non pas 8 cuvées, mais on va en faire une bonne douzaine. Où on a choisi bien sûr les endroits qui nous paraissaient les plus intéressants et où on va mener... alors on a mené la vigne de manière assez homogène cette année. À partir de l'année prochaine, la vigne elle-même sera menée de manière différente, notamment sur l'interrang pour gérer les questions de vigueur, etc., pour s'adapter au plus près de chaque sous-terroir.
Et ça va nous donner une douzaine de vinifs. Donc ça nous a amené bien sûr à changer. Tu as vu le chai, on est en train de tout changer dans le chai pour pouvoir vinifier dans des petits contenants. Alors, on a choisi le ciment, mais on a choisi des petites cuves de différents contenants pour pouvoir être au plus près justement de ce parcellaire. Et puis quelque part de zoomer au plus proche de ce qui nous paraît être les composants primaires de Beau Séjour. Tu as goûté avec moi donc les cuvées qu'on a fait en 2022. Elles sont au début de leur vie, puisqu'on va faire des élevages longs. Mais on voit déjà des différences très importantes entre des terroirs qui vont donner des vins avec un fruit absolument éclatant. D'autres, au contraire, on va avoir quasiment à l'opposé, avec une énorme densité, des terroirs d'argile, avec une espèce de compacité, des tanins qu'il va falloir dompter par le temps. D'autres, beaucoup plus sur la finesse. Je pense, d'une manière générale, sur une bonne moitié du coteau, on a ces vins très fins. Qui sont, je pense, la signature des vins de millarge et de sable argileux qu'on a sur une grande partie de la propriété. Et puis les parties calcaires qui sont les parties les plus traçantes, avec la bouche la plus crayeuse. Aujourd'hui, c'est un peu comme un patchwork. Alors, on va affiner ça de millésime en millésime, parce que bien sûr, on ne peut pas se baser sur un seul millésime. 2022, c'était un millésime extrême, de maturité, de concentration, etc. Même si on a réussi à faire des vins extrêmement fins, et Sarah a vraiment été excellente parce que avec des moyens qui n'étaient pas faciles l'année dernière, elle a réussi, je pense, à exprimer de manière fine et en gardant une fraîcheur et un fruit dans ses vins qui n'était pas évident pour le millésime. Mais on voit déjà un peu les palettes qui commencent à se mettre en exergue. Et voilà. Il va nous falloir encore 2-3 millésimes, je pense, pour affiner tout ça, cette compréhension-là, en voyant des millésimes différents. On travaille également sur les élevages parce que je suis assez obsédé par la notion d'élevage, et on essaye différents contenants. Alors la grande direction qu'on prend, c'est la même que j'ai prise à Bellargus, c'est les foudres. Donc c'est les grands contenants. Là, tu as vu des foudres de 60 hectos, donc 6000 litres. Et l'idée, c'est d'aller vraiment sur ces grands contenants pour pouvoir accompagner le vin pendant le plus longtemps possible sans le marquer. Donc c'est ça l'objectif. On a bien sûr des barriques aussi et des demi-muits. On a également des cuves ciment qu'on a gardées pour l'élevage. Mais voilà, on va tourner autour de ça pour essayer de trouver les bons contenants pour les bonnes parcelles. Et voilà, et ensuite on va observer ça, et voilà, et au bout d'un moment naîtra dans notre esprit l'envie d'exprimer ces vins à travers une ou plusieurs cuvées. Ça fait partie des choses qu'on va définir dans la durée. On n'est pas pressé, encore une fois, aujourd'hui c'est de la matière brute. C'est pour ça que t'es le tout premier à venir ici, parce qu'en fait il y a quelque part le seul intérêt aujourd'hui, c'est de voir un peu le making of, c'est-à-dire c'est de voir les étapes préalables à la constitution d'un domaine et d'une gamme. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est peut-être aussi ce qui sera un peu frustrant pour les personnes qui nous écoutent, c'est que à la fois il y a beaucoup de choses. Il y a de la vigne, du raisin, un terroir magnifique, des paysages incroyables, un outil de vinification qui évolue et que tu as commencé à changer, des premiers jus. Mais en même temps, il n'y a pas de vin. Non. Et il n'y en aura pas avant de nombreuses années. Parce que justement, donc ce que tu me disais, peut-être c'est une réflexion qui est intéressante, mais tout à l'heure, tu me disais, en fait, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Disons qu'on se garde la liberté autant les fondamentaux, on sait déjà. On sait qu'on veut faire du micro-parcellaire. Maintenant, on a notre douzaine de parcelles. La carte, elle est dessinée. Tu vois, cette année, on s'est baladé dans les rangs, tu as vu les balises, etc. Donc, notre itinéraire, maintenant, on le connaît. C'est-à-dire, c'est cette micro-vinification, c'est cette expression du terroir à travers toutes ses composantes. Ce qu'on n'a pas décidé, et j'ai envie de dire, c'est encore heureux qu'on n'ait pas décidé encore, c'est comment est-ce qu'on va exprimer ça en termes de gamme et dans un produit fini. Voilà. Parce que ça, je dirais, il n'y a pas d'urgence. C'est une grosse différence ça, par rapport à Bellargus, non? Oui, alors tout à fait. Beaucoup plus une idée claire. Alors Bellargus, quelque part, il y a énormément de... Si je fais un pas de recul, quand même, je dirais une chose importante, parce que moi, dans la vraie vie, j'ai des jumeaux, des vrais jumeaux. Mes deux fils, c'est des jumeaux. J'ai coutume de dire qu'en fait, Bellargus et Beau Séjour, c'est deux jumeaux. C'est la même chose. C'est deux visions totalement complémentaires, mais de la même esthétique des vins de Loire, de la même envie / ambition pour les vins de Loire, mais sur deux terroirs complètement différents. Il y en a
Belargus qui s'exprime sur les schistes, et le cépage chenin blanc sur les schistes, ça fait des siècles qu'on observe que ça fait des très grands vins, secs et moelleux. Et on a réussi à Belargus à trouver des terroirs qui sont parmi les plus beaux terroirs de cet endroit-là. Et ici, on est au royaume du Cabernet. Chinon, Bourgueil, c'est les appellations historiques du Cabernet. Je pense que j'ai appris récemment que le premier pied de Cabernet, il a été planté à l'abbaye de Bourgueil, dans le clos de l'abbaye, en 990. Vrai ou pas vrai, on est clairement dans le royaume du Cabernet franc. Et c'est la même envie d'exprimer quelque part cette quintessence du Cabernet franc, donc cette quintessence de la Loire sur un des terroirs historiques. Donc en ça, Belargus et Beauséjour, c'est deux frères jumeaux, c'est deux projets jumeaux. Mais en même temps, tout les oppose. Belargus, c'est une constellation de vignes. Alors, les vignes, elles sont dans un rayon de 10 km, donc c'est... Mais mine de rien, c'est entre guillemets à la bourguignonne, c'est-à-dire c'est une constellation. Il faut aller sur la commune, l'autre commune, et puis là, il y a un coteau comme ci, puis là, il y a un coteau comme ça. Ici, t'as vu les vignes, c'est d'un seul tenant, c'est très, entre guillemets, beaucoup plus facile à travailler, etc. Ensuite, le cépage n'a rien à voir, c'est-à-dire quand on essaie de faire des vins rouges avec un cépage comme le Cabernet, le travail de vinification n'a rien à voir avec le travail qu'on fait sur le chenin. Et puis, il y a la dimension humaine du projet qui est que Belargus, c'était quand même essentiellement une feuille blanche. Même si Joe était resté dans l'aventure, en termes opérationnels, ça a été quasiment 100% de l'équipe recréée dès le premier jour. Enfin, on partait vraiment d'une feuille blanche, avec une vision qui était la plus simple possible, c'est-à-dire je choisis la dizaine de parcelles qui sont le plus expressives et on pousse nos vinifications le plus précis possible pour exprimer ces terroirs. Et quelque part, on fait confiance à ces terroirs pour avoir un rendu intéressant. Ici, c'est complètement différent. On compose quelque part avec un existant. Autour de David, le gérant, il y avait deux autres personnes qui travaillaient les vignes. Puis il y avait des personnes qui étaient au bureau, mais il y avait au moins deux autres personnes qui travaillaient les vignes. Donc, et c'est des gens qui sont dans le projet, mais qu'il faut emmener aussi dans le projet. Donc, on y va. Encore une fois, l'idée, c'est de rien casser. Donc, on y va, je dirais, en accompagnement. Et puis, il faut passer par cette phase d'observation parce que je veux trouver la manière la plus pertinente d'exprimer Beauséjour. C'est un lieu vraiment unique. Je sais comment est-ce qu'on va travailler, mais je veux me garder jusqu'au dernier moment, quelque part, la réflexion et en m'inspirant des discussions qu'on a en équipe, etc. Et encore une fois, d'avoir quelques millésimes de recul pour dire, voilà, c'est comme ça qu'on va exprimer Beauséjour. Et je pense que ce serait une erreur de me précipiter. Au-delà du vin en tant que tel et du produit fini, c'est aussi un endroit qui est particulièrement agréable, tu as mentionné. Alors, on a... Il porte bien son nom, disons. Alors, exactement, Beauséjour porte très bien son nom. On a d'ailleurs en face de là où on enregistre une piscine qui est apparemment... emblématique pour les personnes qui auraient regardé la série Emily in Paris. Je l'ai appris par hasard, mais effectivement. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi mes auditeurs qui ont regardé Emily in Paris. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir l'intersection entre ces audiences, mais si vous avez regardé ça, je crois que dans l'épisode de 8, toi, tu as dit épisode 8, c'est la saison 1, l'épisode 8, qui soi-disant est tourné en Champagne. En fait, il est tourné à Beauséjour, dans les vignes et dans la piscine. Ça, c'est très très drôle. Mais donc, ouais, c'est un endroit qui est incroyable. On a vu les troglodytes qui sont magnifiques, la ferme qui est aussi très belle en bas. Est-ce que tu as un projet de réception, d'accueil aussi du public de manière un peu plus large? Alors, pareil, je pense que ce sera pas demain. D'abord, priorité 1, les vins, évidemment, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête et comment est-ce que tu le vois venir? Je dirais là aussi, c'est un peu une évidence. Par contre, l'horizon, je sais pas le définir. Je sais pas si c'est 10 ans, si c'est... mais c'est une évidence, oui. C'est une évidence que ce lieu est un lieu où on a... D'ailleurs, la famille Chauveau, alors c'est quelque chose qu'on a mis en sommeil pour l'instant, mais historiquement avait gîte et chambre d'hôtes, etc. Et c'est un domaine qui a accueilli beaucoup de gens jusqu'en début 2022. Donc c'est évidemment un lieu où on peut imaginer des choses. C'est à l'échelle du projet, ce sera vraiment dans une deuxième phase. C'est pas du tout quelque chose auquel on réfléchit aujourd'hui parce qu'on a trop de choses à faire dans la vigne, au chai. C'est vrai que le gros du travail. Alors paradoxalement, le travail à la vigne s'est fait de manière beaucoup plus simple que ce que je pensais. Déjà, le vignoble était en excellent état. Je suis hyper admiratif de ce qu'il faisait avec, franchement, très peu de moyens, du matériel vraiment antédiluvien.
Ils ont tenu un vignoble en excellent état, assez peu de manquants sur les belles parties du coteau, assez peu de manquants. C'était en conventionnel, mais très bien entretenu, en herbé. Et franchement, on a retrouvé un vignoble en super état. Et comme les vignes sont d'un seul tenant sur un coteau qui a pas de dévers, etc. En fait, la réalité, c'est que ça a été assez facile de faire la conversion bio. L'année dernière, qui était une année facile en bio parce qu'il y a eu très peu de pression des maladies, évidemment, ça s'est bien passé. Mais cette année, qui était une année extrêmement difficile, de mémoire de vigneron sur l'appellation Chinon, il n'y a jamais eu une année avec autant de mildiou. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vignes où malheureusement, on en a vu certaines où il n'y aura même pas de vendange à ramasser. Et ben nous, en fait, grâce au travail extraordinaire de l'équipe, on a réussi à très très bien protéger le vignoble. Donc en fait, la partie vigne dans les travaux d'Hercule, qui je savais m'attendait. La partie vigne, c'est plutôt la bonne surprise. C'est-à-dire, franchement, ça se fait plus vite que je pensais, mieux. On fait beaucoup de travail sur. Alors, on n'a pas parlé de la biodiversité, mais la seule personne qui est commune entre Bellarguste et Beauséjour, c'est Augustin, qui est notre responsable biodiversité. Ça sera peut-être une discussion pour un autre jour, mais bref, on fait beaucoup de travaux ici qui sont facilités parce que la vigne, finalement, ça s'est fait assez facilement. Non, la partie la plus, je pense, difficile, parce qu'il y a énormément de choses à changer, c'est le chai. Parce qu'effectivement, historiquement, les vins de la propriété, ils étaient faits, comme beaucoup de vins sur Chinon, c'est-à-dire vendangés à la machine et vinifiés dans des très grands contenants. Évidemment, nous, c'est l'opposé. Donc, l'idée, c'est de faire des vendanges à la main et de vinifier dans des tout petits contenants. Donc, il faut tout changer. Et mine de rien, changer, c'est pas comme dans Excel où on se dit, tiens, on va changer cette ligne-là. Là, ça nous plaît plus de travailler dans des grandes cuves inox de 160 hectos. Il faut qu'on travaille dans des petites cuves béton de 45 hectos. Non, dans la vraie vie, il faut faire de la place, il faut bouger des choses, il faut trouver, il faut sécuriser des choses. Ouais. Donc ça a été un gros travail. Les fournisseurs, les bons fournisseurs, etc. Donc là, on a fait un énorme travail depuis 12 mois essentiellement de restructuration du chai. L'année dernière, on l'a fait en mode camping. Cette année, on va travailler dans des conditions quasiment bonnes, c'est-à-dire, on aura la cuverie qu'il nous faut, les machines qu'il nous faut. Maintenant, j'ai poursuivi l'œuvre de Gérard Chauveau puisque j'ai creusé des galeries. J'ai creusé ma première galerie. On a creusé une galerie sur une vingtaine de mètres pour pouvoir entreposer nos fameux foudres qui rentraient pas dans les galeries précédentes. Et donc, on a sorti je sais pas combien de milliers de tonnes de falin. Donc on s'est lancé dans ces grands travaux. Donc là, je dirais sur la partie cave et vinification au sens large, c'est là probablement où on a le plus de travail. Donc le travail est lancé, mais ce n'est que notre deuxième vendange là qui s'annonce dans un mois, et donc on va mettre toute l'attention là-dessus. Comment est-ce que tu as recruté ton équipe justement? Donc tu dis pour l'équipe de jeunes. Alors je dirais j'ai appliqué un peu la même approche que sur Bellarguste, déjà en faisant le choix de la jeunesse. Qui était un peu un prérequis. Et puis ensuite, j'ai fait comme à Bellarguste, c'est-à-dire pour le rôle clé, qui me paraît un des rôles clés sur le domaine, c'est-à-dire la partie vinification. Là, je suis passé par un chasseur. Donc un chasseur de tête spécialisé, il y en a quelques-uns dans la profession. Et j'ai repris le même, et c'est grâce à lui que j'ai trouvé, en l'occurrence, une personne. Alors Sarah est une personne qui, en fait, qui est de Saumur, donc c'est une fille de la région, mais elle n'avait jamais travaillé vraiment dans la région, à part un tout petit passage au Clos Rougeard. Mais sinon, elle avait surtout travaillé à Bordeaux et à l'étranger, Nouvelle-Zélande et un petit peu Canada. Elle était très jeune, mais elle avait cumulé beaucoup d'expériences très différentes dans des beaux domaines à Bordeaux. Et en fait, elle s'est sentie prête pour un projet comme ça. Et je me souviens très bien des entretiens qu'on avait où elle m'a dit, mais moi j'ai multiplié toutes ces expériences pour un jour faire quelque chose de vraiment de bien, d'ambitieux, où je serais vraiment aux commandes des vinifications. Et Beauséjour, je le veux. Je veux que ce soit mon projet. Et voilà. Et donc ça a été le point de départ. Après, il y a d'autres personnes qu'on a recrutées sur le marché local, je dirais. Et puis, pour renouveler le poste de chef de culture, parce qu'on en avait un en place, mais qui a quelques années de la retraite, là, c'est plutôt par le réseau. Et où on est assez copains avec les gens de l'équipe Cheval Blanc. Et puis, ils avaient un gars qui avait fait un DNO et qui finissait chez eux. Et qui était prêt à tenter une nouvelle aventure et qui était assez intéressé par le vignoble, le côté vignoble. Guillaume, que tu as croisé tout à l'heure. Et puis voilà. Et puis après, voilà, c'est
c'est une succession de rencontres. Voilà. Alors, je sais, Belargus, une des forces de Belargus, le truc qui me rend le plus fier, c'est notre équipe, qui est extraordinaire. Mais je sais que ça prend du temps aussi de construire une équipe. C'est-à-dire, ça prend plusieurs années. Et il faut que les gens apprennent à se connaître. Il y a des gens d'ailleurs qui vont faire l'aventure sur le long terme. Il y a des gens qui feront l'aventure sur une partie de l'aventure. Et puis au bout d'un moment, il y a cette magie qui intervient. Il faut quelques années pour que l'équipe vraiment s'imprègne du projet. Je dis jamais c'est-à-dire quand je parle de ce qu'on fait dans les vignobles, c'est toujours on, c'est toujours une aventure collective. Et il y a un moment où ce on, ce nous, je sais pas comment dire, on passe des mots à la vérité en fait. Il y a un moment où oui, l'équipe s'est approprié le projet. Et aujourd'hui, Belargus, je considère que c'est pas du tout mon projet. C'est autant le projet d'Adrien, que d'Amaury, que de Franck, que d'Anne-Sophie, que d'Edwin, que chaque membre de l'équipe, que Thomas, chaque membre de l'équipe s'est approprié son morceau de Belargus. Et c'est ça que je trouve formidable. Ici, on est au début, mais je sens que j'ai à cœur, bien sûr, de faire en sorte que ce soit la même alchimie qui se produise progressivement. Il y a cette complexité additionnelle des générations, effectivement, d'avoir des gens qui sont vraiment, je dirais, de l'ancienne génération et qui travaillent au quotidien avec des gens qui sont très jeunes. Et donc, il y a une dimension alliage qui est assez intéressante. Donc, c'est différent. Encore une fois, Belargus et Beau Séjour sont deux projets très différents, même s'ils ont ce même ADN, ils sont très différents. Et c'est d'ailleurs intéressant de se confronter à deux réalités humaines différentes. Je trouve ça très, très intéressant. Le seul emmerdement, si je peux me permettre, c'est que ce soit à 1h30 l'un de l'autre. C'est-à-dire, la réalité, c'est que c'est quand même... tu peux pas avoir une seule équipe qui fait les deux, quoi, ce que tu veux non, dire. Et surtout, moi, je passe quand même... je suis souvent quand même dans les trains, dans les voitures, etc. Ça me fait plus bouger que je n'aimerais. Mais je dirais, voilà, la Loire est vaste, c'est un fait. Faut que t'en trouves un troisième à... Non, non, à 45 minutes, là. Non, il n'y en aura pas de troisième. Entre les deux. Alors, j'ai un scoop pour toi, il n'y aura pas de troisième domaine dans la Loire. Pas dans la Loire, en tout cas. Non, mais certainement pas. Non. Voilà, quand je dis que j'en ai pour 10 ans à faire ce que je veux faire, c'est que le début de l'histoire. Là, il y en a pour une vie de travail, là. Non. On en reparle quand même dans quelques années parce que maintenant je commence à te connaître un peu et dans quelques années je suis sûr que tu me diras ah bah alors justement il s'est passé quelque chose. Toujours sur la question de l'équipe, comment a réagi ta famille quand tu leur as dit let's go pour Beau Séjour? En fait, c'est comme toujours, je prends jamais ce genre de décision seul, donc c'est toujours avec ma femme Sylvie qu'on discute de ces trucs-là. Jamais je me serais lancé dans l'aventure Belargus sans qu'elle accepte, parce que c'est elle qui a fait le plus de sacrifices. C'est-à-dire que au début de Belargus, j'avais quand même, pendant plusieurs années, j'avais mon autre métier, donc j'avais 2 vies professionnelles en une. Donc c'est-à-dire que tout mon temps libre, tous mes soirs, tous mes week-ends et mes vacances sont passés à quitter le foyer pour aller travailler dans Belargus. Donc c'est évidemment avec ma femme. Après, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle m'a poussé à le faire, pas du tout. Par contre, elle savait déjà l'envie que j'avais de vraiment faire mon métier, la passion que j'avais pour la Loire, et puis surtout ce que représentait Beau Séjour pour moi, et présenté devant l'opportunité. Et je pense qu'on est arrivés tous les deux à la même conclusion en disant non, c'est maintenant qu'il faut le faire. J'avoue qu'il y a autre chose qui est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est que j'avais encore, c'était le moment où j'avais encore mon métier, c'était en 2021, et quelque part je voulais aller à 100% vigneron, et quelque part je savais qu'en faisant l'acquisition de Beau Séjour, je serais contraint de passer 100% vigneron, qui était ce que je voulais. Et c'était quelque part, inconsciemment, peut-être un peu pour mettre aussi l'épée dans le dos, en disant, mais voilà, tu y vas, et puis c'est tout. Et j'avais tellement de chance aussi d'avoir un domaine Belargus qui marche plus vite que prévu, quelque part, que je me suis dit, j'ai pas le droit de laisser passer ça. Donc c'est plutôt comme ça qu'on est arrivé à la conclusion. Je dirais pas que c'était elle qui m'a encouragé, certainement pas. En revanche, elle est arrivée à la même conclusion que moi au même moment en disant oui, il faut le faire. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. On a fait déjà un beau tour d'horizon. Tu gardes un lien avec
tes précédents collègues, ta vie d'avant un peu, justement dans... Oui, bien sûr. Tu leur vends du vin. J'espère. À quelques-uns. À quelques-uns. Non, bien sûr. Bah, déjà, bon, c'est un milieu dans lequel j'ai gravité pendant plus de 20 ans, même si c'était pas si j'avais eu encore une vie professionnelle avant ça, mais c'est pas du tout le sujet. Mais pendant 20 ans, j'ai été dans ce milieu-là, donc j'y ai des amis. Et du coup, bien sûr que je garde le lien avec eux. Il y en a pas mal qui s'intéressent à ce que je fais. Il n'y a pas que les fans de vin qui s'intéressent à ce que je fais, parce que il y en a beaucoup qui me font l'amitié de me suivre parce qu'ils trouvent ça super, quoi, qu'entre guillemets j'ai eu le courage d'abandonner cette vie-là pour celle-ci. Il y a beaucoup de gens, là aussi, post-Covid, il y a quand même beaucoup de gens qui en étaient à une époque charnière aussi pour l'humanité. L'humanité est en train de prendre conscience en fait que son rapport avec la nature est à revoir. Il y a eu toute une période assez longue malheureusement où on s'est dit qu'on dominait la nature et que ça allait très 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 bien puisque l'humanité pouvait sans problème faire ça. Et là on est dans la génération qui réalise que c'est pas du tout vrai et que c'est la nature qui aura le dernier mot et qu'en fait donc en fait j'ai aussi beaucoup de gens qui s'intéressent au projet dans cette dimension-là, dans cette dimension nature, retour à la nature. Composé avec le climat. Donc oui, j'ai gardé, bien sûr, contact avec des gens. Est-ce qu'il y a des leçons de ton travail précédent ou tu vois, des enseignements, on parlait de constitution d'équipe, de choses comme ça, mais est-ce que c'est des choses que toi, tu remets en application ou que tu revois ici Alors oui, en fait, alors pour le coup, oui. C'est-à-dire la manière... Joe, une des expressions qu'il utilise, c'est qu'il y a mille et une façons d'être vigneron, ce que je crois profondément vrai. On est tous vignerons, mais entre la personne qui fait ses 2 hectares à la main, qui connaît chacun de chez Cep par le prénom, et qui refuse de travailler avec le moindre prestataire ou quoi que ce soit, et moi, sur le domaine Bellargus et Beau Séjour, c'est 2 univers complètement différents. Donc on a chacun notre vision. Ma façon de vivre ce métier de vigneron, c'est de me voir un peu comme le chef d'orchestre d'un travail d'équipe et d'essayer de m'entourer, c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que ça prend du temps, d'essayer de m'entourer de gens vraiment qualifiés, pointus, de sorte que l'organisation qu'on met en place, c'est une organisation où on a, entre guillemets, les meilleurs gens possibles à chacune des places. Et Dieu sait que le métier de vigneron, il est complexe. C'est-à-dire qu'il faut être agriculteur, il faut être vinificateur, c'est-à-dire, quand même, c'est un processus, hein, la vinification. Mais il faut également être commercial. Mais il faut également faire du marketing. Mais il faut également être assez rigoureux dans la gestion, etc. La logistique aussi, etc. Il y a une dimension logistique opérationnelle qui est souvent sous-estimée dans les domaines, les préparations de commandes, les machins, etc. Et en fait, quand on tend vers l'excellence, je crois, enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est pas ma façon de faire. Je crois pas à l'homme providentiel ou l'homme orchestre. On a tous des choses où on est meilleur que d'autres. Et donc, ce que j'ai probablement retenu de mon ancien métier, c'est qu'en fait, déjà, il faut mettre des moyens derrière les choses et après, il faut trouver les meilleures personnes possibles au poste le plus précisément défini et que les gens fassent du mieux qu'ils puissent dans ce poste-là en travaillant en équipe. Quand on arrive à créer cette alchimie, et franchement, je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, ça reste valable, ce que je vais dire. C'est-à-dire d'une entreprise qui a 100 000 salariés, une entreprise qui en a 10, je pense que ça reste valable. Pour que l'entreprise soit efficace, il faut que chacun des salariés soit bien dans son poste et lui-même sa propre trajectoire personnelle de développement et qu'il se dise mais ouais, ce poste-là, il est génial pour moi, je suis fait pour. Et puis, c'est pas la peine que j'aille dans une autre entreprise parce que ce sera moins bien pour moi. Et il faut en plus qu'au-delà de cette dimension individuelle, il ait compris le projet collectif et qu'il en ait fait son propre projet. Je suis assez fasciné par le monde entrepreneurial. L'esprit d'entreprise, il faut arriver à l'irriguer pour que chacun se dise oui, mais c'est aussi un peu mon entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer. Et ça, c'est vraiment le monde de l'investissement que j'ai connu. Et je pense que c'est un bon mode de gouvernance et qui est peu pratiqué dans le monde viticole en fait, soit par, je sais pas, c'est pas j'observe que c'est assez peu pratiqué. Et moi, c'est comme ça que j'essaie de faire. Donc après, il y a d'autres manières de faire et je dis pas que c'est la meilleure du tout, mais c'est ce que j'ai probablement tiré de mon ancienne vie. J'ai interviewé quelques néo-vignerons
au cours de ce podcast. Est-ce que vous avez un club d'ex Non, alors souvent on vous se papotez un parle peu, quand même mais souvent. Moi, ouais. souvent j'ai des gens qui me dont certains voilà sont devenus des gens que j'ai suivis, etc. Mais comme je suis un de ceux qui sont assez visibles, bah, souvent j'ai des gens qui me disent moi je rêve de faire ci, je rêve de faire ça. Donc Qu'est-ce que tu leur dis quand ils te disent ça? le principal truc que je leur dis, c'est vraiment de pas sous-estimer la difficulté. C'est-à-dire, Ouais. il y a tellement de gens qui simplifient le monde du vin et qui considèrent qu'en fait, il suffira de faire entre guillemets un grand vin pour réussir. Et rien n'est plus faux. C'est-à-dire, il faut se lancer dans ce genre d'aventure avec la plus grande humilité. Objectivement, un sacré capital de départ, parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment un peu les investissements, Le temps aussi, ça prend, je pense. le temps que ça prend en fait. Belargus, encore une fois, on a eu beaucoup de chance que ça marche aussi rapidement. Ça aurait dû prendre beaucoup plus de temps. Donc j'essaye plutôt de leur dire, voilà, c'est complexe, c'est un monde complexe. Tout ce que vous avez fait avant vous servira, mais ne croyez pas que vous allez pouvoir dérouler des recettes. Allez à l'écoute des gens qui font ça depuis toujours. Inspirez-vous. Moi, je me suis inspiré d'un nombre sans fin de mentors. J'apprends tous les jours, mais je me suis beaucoup inspiré de gens qui étaient très très différents dans leurs approches de la vinification, du commerce, dans leur région, etc. Mais j'ai essayé et donc moi, c'est le conseil que je donne, c'est aller à la rencontre d'autant de vignerons que vous pouvez. Vous posez des tonnes de questions. Et après, vous y allez de manière prudente. De toute façon, vous aurez l'aléa climatique qui, rien que ça, en soi, c'est un truc qui vous incite à la prudence, parce que quand vous allez perdre 80% de la récolte avec une nuit de gel, vous vous rendez compte que voilà, tout devient compliqué. Donc voilà, il n'y a aucune recette qui soit réplicable dans le monde du vin. Chaque histoire est quelque part unique. C'est ça qui rend ce monde assez intéressant, assez divers. Il y a beaucoup de gens très différents. Et voilà. Il me reste 3 questions pour finir cet épisode. Ça fait déjà, je pense, 1h10 qu'on échange ensemble. Le temps passe vite. Il me reste 3 questions qui sont assez traditionnelles. La première, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente? Alors, je peux tricher un peu parce que je l'ai rebu récemment. Ça coûte. Mais comme c'est cette année, enfin comme c'est récent quelque part, je me permets d'en parler parce qu'elle fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le plus grand vin que j'ai bu de ma vie. Je l'ai rebu récemment et il m'a reprocuré de l'émotion. C'est un Chinon, c'est les Francs de Pied 1989 de Charles Joguet. Et j'ai bu ce vin-là pour la première fois avec ma femme dans notre maison de campagne. J'allais justement te dire, tu peux pas ne pas nous raconter la première fois. Et c'était ça. C'était un samedi soir sur un plat de pâtes au coin du feu parce que c'était, je sais plus quand. Bref, il y avait le feu, ça je m'en souviens. Et j'avais cette bouteille et voilà, et je me disais c'est super. Moi j'aime bien les vins un peu âgés, etc. Et je pensais pas que ce vin me procurerait autant d'émotions. Et je me suis retrouvé devant ce vin comme devant une espèce de concentré de civilisation. Je me suis dit mais ce vin, il a tout ce que j'aime dans le vin. C'est-à-dire qu'il a, déjà, il était patiné par le temps, c'était il y a déjà pas mal d'années. Il était patiné par le temps, mais il avait du coup cette finesse, mais il avait également tout ce qu'est la civilisation. C'est-à-dire, pour arriver à des vins comme ça, il a fallu des siècles, pour pas dire des milliers d'années, d'observation de la nature, de développer des gestes, etc. Et il se trouve que c'était un Chinon. Donc voilà. Et c'est marrant parce que je l'ai rebu récemment dans le cadre d'une dégustation de Cabernet Franc. Et c'était un vin mystère, c'était le vin mystère de la soirée, etc. Alors, tous les vins étaient dégustés à l'aveugle, mais il m'a reprocuré énormément d'émotions. Alors malheureusement, il y avait plus 2 ou 3 bouteilles qui avaient été ouvertes ce soir-là. Elles n'étaient pas toutes au même niveau, mais celle que moi j'ai bu, elle était top. Et il m'a reprocuré la même émotion. Donc ma réponse, c'est les Varennes, Francs de Pied, 89, Charles Joguet. Alors, ça va être difficile pour le coup de nous procurer un exemplaire, mais je ferai mon possible pour essayer de la trouver. Est-ce que tu as un livre sur le vin qui t'a marqué? J'en ai lu beaucoup, j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque. Je sais pas s'il y en a un qui m'a marqué, pour être honnête. Ou tu nous recommanderais, en tout cas. Non.
J'en ai pas qui me... Enfin, il y a des auteurs que j'aime beaucoup, comme Jacques Irigaud. Je pense que l'ouvrage de Pascaline, Le Pelletier, objectivement, il est majeur. Ça, mais je veux dire, je vais pas être très original en disant ça. Je crois qu'il y a qu'une seule personne qui l'a recommandé pour l'instant, donc ouais. Tu restes original. Ouais. Non, mais voilà, je suis... Non, j'en prendrai pas un. Ok. En tout cas, Jacques Irigaud, Pascaline Le Pelletier, je pense que vous avez 2 valeurs sûres si vous cherchez à nourrir votre bibliothèque. On les embrasse. Pascaline qui est passée dans ce podcast, avec qui j'ai adoré enregistrer. Jacques Irigaud qui n'est pas encore passé dans ce podcast, mais il faut que j'aille le voir, un de ces 4. Plusieurs personnes me l'ont recommandé, c'est juste que on n'a pas encore trouvé le temps en commun, mais je serais ravi d'aller le voir en Bourgogne. Et enfin, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer, selon toi? Oh, allez donc. Elles sont dures, celles-là, ouais. Ah non, mais ça, c'est une question très dure, ça. En plus, je suis sûr que tu me l'avais posé à l'époque. J'ai oublié totalement ce que j'avais dit. Et tu sais, j'ai même pas regardé qui t'avait dit, justement. Et j'aurais surtout dû me préparer à cette question. Peut-être que tu m'avais dit Joe, pour le coup, mais je sais pas. Je sais plus ce que tu m'avais dit. Je pense que je l'ai pas faite, celle que tu m'avais dit. Donc. Bah, je peux parler d'un... Enfin, j'ai parlé de mes mentors, donc il y en a eu des tonnes. Je vais pas les lister. Il y en a un que je peux volontiers te proposer si tu le connais pas et si tu l'as jamais interviewé. C'est Thibault Liger-Belair. Avec grand plaisir, ouais. Thibault, voilà, ça fait partie sur mon chemin d'amateur, parce que moi, Belargus, c'est la réalisation d'un rêve d'amateur. Hein, Beau Séjour, ça va être la même chose. Sur ce chemin d'amateur, au début où lui-même s'installait, nos chemins ont eu la chance de se croiser. Donc pour moi, c'était extraordinairement lumineux à chaque fois que j'étais dans sa cave, que je dégustais. Et ça fait partie des gens qui m'ont pas mal inspiré. On est devenus assez copains. Avec lui, j'ai acheté des vignes dans le Beaujolais. D'ailleurs, une des raisons quasiment qui justifierait que tu passes du temps avec lui, c'est qu'il t'explique le domaine des jeunes pousses, qui est un truc qu'on a créé tous les deux sur son idée, à un moment où voilà, il y avait des vignes à acheter, et j'en dis pas plus, mais on a créé ça alors en 2015, mais ça a mis nombreuses années là aussi à germer, et ça a vraiment pris cette première dimension complète en 2019 où on a installé les premières jeunes pousses. Et pour faire simple, c'est un micro-domaine, il y a un peu plus de 5 hectares de vignes en Beaujolais Village et en appellation Chénas, avec un bâtiment où il y a un chai, un endroit où vivre, et où on installe pendant des périodes de 3 ans des jeunes pousses, donc des jeunes vignerons, vigneronnes, pour leur mettre le pied à l'étrier. Et voilà. Les premières jeunes pousses s'appelaient Hugo et Angela. Et ça a été leur première vraie expérience pendant 3 ans. Ils étaient tellement brillants que tout de suite ils se sont installés. Ils devaient aller dans le Jura et finalement ils sont installés à Chénas, avec un super domaine qui s'appelle Obora. Je conseille à tout le monde de goûter leur vin. Et puis là, on est sur la 2e génération des jeunes pousses qui s'appellent Thaïs et Juliette. Et voilà, c'est une très très belle aventure humaine. Et Thibault, bien sûr, pourra te parler de la Bourgogne éternelle avec ses terroirs de Richebourg ou de Vaudramanet, ou de Nuit-Saint-Georges. Mais voilà, ça peut être quelqu'un à interroger, qui est assez passionnant et qui est très sincère et qui est dans l'approche vigneronne qui me parle beaucoup. Avec grand plaisir. Écoute, je serais ravi d'aller le rencontrer, de parler des jeunes pousses et du reste. Et puis ce sera l'occasion de retourner en Bourgogne. Ça fait quelques mois que j'y suis pas allé, donc c'est toujours un bonheur de retourner là-bas, même si la Loire est magnifique et très grande également. Comme ça, il n'y a pas de jaloux là-dessus. Yvon, merci beaucoup pour ton accueil. C'était un plaisir de revenir te voir ici. Je suis pressé de faire la prochaine édition dans quelques années. Dans quelques années, je pense qu'avec 4-5 ans, là, désormais, il va falloir attendre un peu, mais c'est toujours un plaisir de venir à ta rencontre. Et merci de m'avoir accueilli ici à Chinon, de m'avoir fait découvrir aussi un peu plus la Loire, parce que moi, je la connais pas très bien. Je suis venu qu'une seule fois dans la Loire, donc il faut que je vienne plus. C'est très proche de Paris, on en discutait il y a pas longtemps, mais il faut que je vienne plus. Et en tout cas, c'était un plaisir de découvrir ici. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, si vous cherchez des endroits à venir voir, bon, alors ne venez pas tout de suite à Beau Séjour, attendez. Vous pouvez passer sur la route, vous verrez la façade et les vignes, mais
Yvan a des voisins qui sont extrêmement recommandables, donc normalement vous n'aurez pas de souci à trouver votre bonheur. Mais en tout cas, venez dans la Loire, venez découvrir ces beaux vignobles. Moi, je m'engage à venir un peu plus souvent. Yvan, encore merci pour tout ça. Merci Antoine. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode, puisque rassurez-vous, je reviens dans 2 semaines. Et puis il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant, donc si vous n'avez pas écouté les précédents, c'est le moment d'y aller. Si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous, c'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup, je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode. Parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref, faites juste une publication qui dit « j'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne », taguez-moi si vous voulez, je serais ravi d'échanger avec vous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on échange ensemble, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description, donc, envoyez-moi un message, je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à dans 2 semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show, et à très bientôt, salut.